Quelques instants avant cet enregistrement téléphonique, le père des enfants avait évoqué le thème de l'inceste. Autour du thème de l'inceste, vous me disiez tout à l'heure, l'inceste, cette pulsion qui remue chacun de nous-mêmes. Madame Justy, je crois qu'on arrête là. Je dois recevoir d'autres clients. Voilà. Je vous remercie. Allez. D'autres éléments sur la personnalité du père de Pierre et Marie apparaissent dans les écoutes téléphoniques réalisées par les policiers. À cette époque, le père n'a pas encore été informé par les enquêteurs des accusations que ses enfants portent contre lui. Voici quelques extraits de dialogue retranscrits par les policiers et lus par 2 de nos confrères. Conversation du 3 décembre 1996, le père de Pierre et Marie s'adresse à une amie. Je pense avoir une personnalité complexe, fascinée entre le beau et le sordide à la fois. J'ai vécu du sordide et du beau, de tout quoi. Je ne vois pas bien comment on peut être fasciné par le sordide. Par la puissance de ça. De la destruction? Oh là là oui, je peux te dire. Conversation du 28 décembre 1996, toujours à une amie. Le morbide, il faut le prendre comme l'accident, comme un accident. Comme quelque chose dans lequel éventuellement tu peux tomber. Enfin, si j'ose dire. Je deviens échauffé quand je parle de ça. Je pense qu'on peut explorer l'âme humaine sans se laisser happer. Conversation du 1er janvier 1997. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a des sectes très connues qui préconisent justement des choses où les limites deviennent un peu floues au niveau de ce qu'il est possible de faire avec son enfant. Ben oui, je sais. Attends, j'en sais quelque chose. Oui, je sais tout ça. Le 30 novembre 1998. Faute de preuves, faute d'aveu, la juge d'instruction ordonne un non-lieu dans l'affaire de Pierre et Marie. Sa consoeur, Christiane Bercani, nous explique ce que cela signifie. Si le juge d'instruction n'a pas pu réunir d'éléments suffisants de preuves, il rend une ordonnance de non-lieu. Une ordonnance de non-lieu, ça ne veut pas dire, là encore, que la victime a menti ou qu'elle n'a pas subi les faits. Ça veut dire, en droit français, que le juge d'instruction n'a pas établi les éléments à charge confortant la déclaration de la victime. Dès lors, le père de Pierre et Marie n'est plus poursuivi par la justice. La mère des enfants décide alors de faire appel de la décision de non-lieu. Elle compte sur une association de défense des droits de l'enfant qui détient une information susceptible de relancer l'affaire. Une information détenue ici, à Lausanne, en Suisse, par cet homme, Georges Glatz, député du canton de Vaud, responsable des questions de maltraitance de l'enfant et fondateur du CID, une association qui centralise les dossiers des enfants victimes d'abus sexuels. Nous avons écrit au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour lui dire que dans le dossier de Pierre et Marie, nous avons des éléments nouveaux, à savoir, nous avons un autre cas d'abus sexuel d'une autre enfant, Sylvie. Les enfants ne se connaissent pas, mais nous avons relevé beaucoup d'éléments semblables. Et puis finalement, nous avons proposé aux enfants un jeu de photos où l'abuseur de Pierre et Marie a été reconnu par la petite Sylvie et l'abuseur de Sylvie était reconnu par l'autre groupe d'enfants, Pierre et Marie. Sylvie et sa petite sœur, nous les avons retrouvées quelque part dans l'est de la France. Sylvie a aujourd'hui 6 ans. Elle en avait 4 au moment des faits qui se seraient déroulés en région parisienne. Tout comme Marie, Sylvie a parlé progressivement pour finalement révéler que son père, son grand-père et sa grand-mère lui auraient fait subir des sévices sexuels. Le décorum est différent de celui de Pierre et Marie, mais les sévices semblables. Ça c'est papa, et ça c'est vieux monsieur. Je me faisais vieux monsieur, ça c'est moi, ça c'est Marguerite. Elle me tient dedans, et moi. Et ça c'est... Il a le plus long gilet, ça c'est papa, il a le plus petit. À Marguerite ou à moi, et ben il met le gilet dans les ailettes. Et ça c'est petite cache à Marie. Il faut la fête des Zizi. Qui c'est? C'est le papy.
C'est le papa de ton papa. C'est la maman de papa. Et là, c'est papa. Il y a de Marguerite dans le feu ici. J'arrive pas à le retenir. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à retenir? Un problème. Tu veux nous l'expliquer, ton problème? Viens. Tu t'assois? Une fois, quand elle a déchiré toutes les robes dorées, argentées, et après, ils ont tué Marguerite, alors il fallait que tout le monde vienne pour l'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Explique-moi. C'est là où il a mordu. La petite Sylvie évoque elle aussi des meurtres d'enfants. C'est ce que Sylvie nous raconte. Elle le raconte depuis plusieurs mois maintenant. Malheureusement, personne ne veut l'entendre. De plus, Sylvie nous donne des détails qui laissent vraiment penser que la chose puisse être vraie, puisqu'elle décrit l'enfant dans la terre, avec de la terre dans les yeux. Donc, des détails qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas inventer ou qu'elle n'a pas vu vraisemblablement dans un dessin animé ou autre. Juridiquement, vous en êtes où dans cette affaire? Vous avez porté plainte, madame? On a porté plainte en août 97, au moment où j'ai su qu'il y avait peut-être eu suspicion d'attouchement. Elle a vu un médecin légal qui a constaté qui n'a rien constaté du tout, parce qu'en plus l'examen s'est plus ou moins mal passé, étant donné que c'était des élèves messieurs. Alors en plus, Sylvie à l'époque refusait de voir tout ce qui ressemblait à un homme, et il y a eu un blocage complet. Donc l'examen était pour elle vraiment particulièrement pénible, et pour moi aussi, parce que j'avais vraiment l'impression de passer pour la femme qui veut se débarrasser de son mari ou de son compagnon. Depuis 2 ans, l'institutrice de Sylvie a remarqué le comportement de l'enfant et s'en inquiète. La petite Sylvie avait vraiment une réaction de peur au moment où des personnes inconnues pour elle entraient dans l'école, en particulier des employés communaux, le photographe scolaire que nous attendions. Elle se cachait derrière son bras, derrière son doudou, son petit chiffon bien aimé, et elle avait beaucoup de mal à se comporter comme les autres enfants. Ce qui revient le plus souvent, et ça depuis le début, mon papa me fait mal dans ma tête. Elle l'a dit à mes collègues des dizaines de fois, elle me l'a dit à moi des dizaines de fois, mon papa me fait mal dans ma tête. Et cette petite fille a quand même très régulièrement, et depuis bientôt 2 ans, des réactions de grande souffrance, je l'ai déjà dit, de grande tristesse intérieure. Un enfant de cet âge-là, je dirais, ne pleure pas simplement comme ça sur commande. Elle a quelque chose qui la taraude, elle a quelque chose qui lui fait mal à l'âme. Et on le voit dans son regard, on le voit dans certains comportements. Et cette petite fille a besoin d'aide, c'est sûr. Cette petite fille a vécu des choses graves.